It's on. It's on. It Bon, is. Twinny, Yeah. c'est l'heure de régler nos comptes, de régler nos comptes cinématographiques avec Monkey Man, Yeah. le bijou signé Dev Patel, l'histoire d'une expédition punitive orchestrée par un jeune justicier en mal de vengeance. Est-ce que tu es d'accord pour résumer ce film OVNI de cette façon-là? Absolument. Je trouve que c'est très très bien dit. Et c'est vraiment ça. It's all about vengeance. Ouais, c'est... alors, déjà, moi, j'ai été charmé par le projet dans la mesure où il y est question de la fameuse trajectoire héroïque. C'est un film, comment dire, mythologique en ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a quoi? On a un enfant qui transcende sa condition initiale de novice pour accéder à la puissance qui lui permettra de rétablir l'équilibre cosmique, si tu veux, l'équilibre du monde. Dans Monkey Man, les forces en présence sont totalement inégales. Tu as le camp des humbles, auquel appartient le héros, et ce camp-là n'a absolument aucune chance de l'emporter sur le camp des forces de l'ordre, des politiciens, des gourous, des puissants. Et c'est de cette écœurante inéquité qu'émerge Hanuman réincarné, le fameux singe divin, l'apôtre de la justice. Et ça, si tu veux, pour un fan de mythologie comme moi, déjà, c'est un bon départ. Clairement, et puis je pense que c'est ce que disait et c'est ce que dit Dev Patel lorsqu'il parle du film. L'idée, c'était de faire un film puissant, mais qui repose sur une vraie mythologie. Et ce qui est magnifique dans toutes les mythologies du monde, c'est vraiment ce rapport que l'humain a à sa société, à la société qui a été créée ou qui l'a créée, en tout cas celle dans laquelle il évolue, et son rapport aux forces qui transcendent la société. Et il y a vraiment ces deux aspects-là, parce que c'est quand même un film où à un moment donné, très tôt, tu te dis, mais en fait, il ne va pas survivre, donc je comprends pas. En fait, il va finir en prison, torturé, et puis découpé en morceaux et jeté au lion. Donc, why are we watching this? Et en fait, non. Et en fait, non. Et donc, du coup, il y a quand même cette dimension presque irréelle, ou en tout cas absolument pas... on se dit que ça n'est pas possible, et pourtant, c'est ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est en cela, je pense, que le postulat de départ est fort, mais que le postulat d'arrivée l'est encore plus. Parce que c'est un rêve qui nous permet c'est un film, pardon, qui nous permet de rêver. Et c'est aujourd'hui ce qui manque beaucoup, je pense, dans la culture. L'aspiration, le rêve, c'est quelque chose que l'on a de moins en moins parce qu'on est dans une culture qui est très réaliste. On parle beaucoup de ce qui se passe au quotidien, de ce que les gens vivent, des difficultés qu'ils éprouvent. Et là, on a au moins quand même quelque chose d'un peu onirique. Et on y reviendra peut-être sur cette idée du rêve. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je trouve que les anglo-saxons, en règle générale, et les asiatiques, je pense aux japonais et aux coréens, notamment dans leur cinéma, ont compris cela. C'est-à-dire que bien généralement, on a un pied dans le rêve dont tu parles, et un pied très nettement ancré dans le réel, voire le sordide, tu vois, l'insupportable. Ils savent très bien mêler cela, notamment, comme je le disais, les Japonais à travers leur cinéma, leurs séries, ou les Coréens. Et dans le film de Patel, comme tu viens de le dire, on a exactement ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as l'impression de rêver, mais en même temps, c'est un cauchemar. Bah ouais. Un cauchemar sur pellicule. Mais la réalité indienne, si tu veux, qui est sous-tendue, est très crue et très réelle. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et puis... c'est marrant parce que je co-organisais un space sur X avec deux auteurs incroyables qui parlaient de dépigmentation, et l'une d'entre elles a
écrit un livre sur la dépigmentation volontaire. Et bien qu'elle se focalise sur le contexte sénégalais et africain de manière générale, elle a quand même aussi évoqué ce qui se passe en Inde, parce que clairement en Inde, les hommes et les femmes d'ailleurs se dépigmentent énormément. Il y a un colorisme accablant en Inde. Et en fait... Un colorisme, ouais. Exactement, tu vois vraiment la peau claire et la peau valorisée, c'est la peau qu'il faille avoir. On le voit bien dans Bollywood, mais on le voit également dans dans les médias, dans les magazines, enfin... Alors que 85% de la population indienne est foncée, en fait. Donc, concrètement, on ne sait pas qui ils sont censés représenter. Parce que, clairement, ça n'est pas la majorité. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que du coup, il y a beaucoup de parallèles que l'on peut faire, je pense, entre l'Inde, qui est un pays continent, et je pense, en tout cas, certaines pratiques et... un certain rapport à l'humain que l'on trouve également sur le continent africain. Et du coup, oui, il y a quelque chose de très cru, de très authentique, de très vrai, dans la manière en tout cas dont Dev Patel et bien entendu son équipe ont essayé de montrer cette Inde, qui est à la fois extrêmement nuancée, complexe, fascinante, belle et en même temps d'une violence sordide. Et je trouve que le mot sordide est très juste. Alors même si, comme tu le sais, je ne suis pas du tout fan d'une hyper-violence, en tout cas, je la comprends, mais j'ai du mal. Voilà. Tu sais, par rapport à la violence, justement, je me permets de rebondir vite fait, parce que c'est quand même une composante essentielle du film. Bien sûr. Pour ma part, je dirais que la violence est jouissive. La violence esthétisée. Tu vois, je pense à une scène, par exemple, dans le Joker, avec Joaquin Phoenix. Yeah. Tu sais, il y a cette scène où il est dans le métro new-yorkais, il se fait emmerder par des lascars, et puis à un moment donné, il réagit. Voilà. Je ne veux pas spoiler le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il réagit, tu vois, dans le métro. Et la façon dont il pourchasse ses agresseurs est jouissive, en fait. Est-ce que ça vient du fait que c'est chorégraphié, que c'est mis en scène? Je ne sais pas. Mais je trouve ça assez sympathique à voir. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de violent moi-même. Non, alors... Je fais vraiment un distinguo entre la violence du cinéma et la violence réelle. C'est vrai, mais pour moi, je fais aussi un distinguo entre la violence esthétisée, comme tu dis, c'est-à-dire des combats chorégraphiés, etc. Et après, vraiment, le côté gore, en fait. C'est-à-dire quand la tête est explosée devant tes yeux. En fait, pour moi, c'est deux choses différentes. Tu vois le combat où on voit les pieds, les mains, etc. Mais on ne devine pas l'impact que ça a réellement sur le corps. Et après, ce à quoi ça ressemble, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu as raison. Après, pour le coup, je trouve que la caméra, si tu veux, dans ce film, elle est un peu hystérique. C'est-à-dire que c'est un des points faibles, selon moi, du film, c'est que ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. On n'a pas le temps de s'épancher sur les plans en question. Il y a pas mal de flou. J'imagine que tout ceci est assumé, sachant en plus que le film a été tourné dans l'urgence, que Dev Patel a arpenté un véritable chemin de croix pour faire son film. Donc cette urgence-là, on la sent. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même un excès de plans rapprochés, de plans très très serrés, notamment dans les flashbacks, tu sais. Ça manque de respiration. Alors, moi, sur ce point, effectivement, je suis pas tout à fait d'accord, parce que, alors même si j'aime aussi beaucoup un cinéma très contemplatif, des plans très longs, des silences, etc., parce que ça fait du bien aussi d'être dans quelque chose de beaucoup plus mesuré. Moi, ce que j'ai adoré justement dans ce film, c'est le rythme. Alors déjà parce que la musique l'amplifie, l'illustre et lui donne toute sa saveur, mais parce que c'est un film qui est extrêmement rythmé et surtout qui correspond pour moi vraiment à ce que vit notre protagoniste principal, enfin Kid, comme il est appelé dans le générique. Kid, tu vois. Mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, on l'appelle Bobby. Non, c'est lui. Le nom, non.
Non, c'est lui. Non? C'est quand le gars du restaurant, qui va devenir un petit peu son allié, vient vers lui, Ouais. en fait, et lui demande comment tu t'appelles, et qu'il Comment il répond s'appelle? Et il répond exactement Bobby. en regardant le produit de Oui, détergent. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est, voilà. mais c'est pas son Ouais, nom. ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pas son nom, non, c'est pas son nom, bien sûr. Et c'est C'est vraiment un intéressant. produit détergent et c'est bien vu, Ouais, finalement, parce qu'il va faire le ménage. il va faire le ménage, clairement, dans tous les sens du terme, mais aussi ça montre son anonymat, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à tous ces grands de ce monde, où lui n'est rien. En fait, il n'est rien. Il n'est Mhm, personne, en fait. mhm. Il n'est Et personne. il n'est Ouais. personne. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais du coup, cet individu, il est profondément pétri d'une rage, d'une douleur, Mhm. d'une colère sans nom. Donc ça peut pas être un Ouais. film calme. La caméra ne peut pas être tranquille, parce que ce que lui vit à l'intérieur de lui-même, Mhm. c'est le chaos. C'est le chaos. Oui, bien sûr, non, mais tu as raison comment dire, de faire se rejoindre ces états d'âme Mhm, et la mise en scène. mhm, C'est juste. mhm, Quand je parle de respiration, c'est pas forcément toutes les 2 minutes. Hein. C'est mhm, à certains moments clés, notamment les moments de flashback, mhm. où ouais, j'aurais aimé souffler. Voilà. Après, pas le temps de souffler, c'est pas grave. C'est Allons-y. ça. On arrive, on est au bout du film, on est au bout du rouleau, quoi. C'est ça, Au bout c'est du ça. film, au bout du rouleau. Mais je pense que c'est un peu Mais peut-être la sensation qu'il a voulu donner. C'est-à-dire qu'effectivement, mhm, et d'ailleurs, quand on s'est parlé, tu m'as dit, ouais, je peux pas te dire tout de suite, là, c'est intense, je m'en remets. Et il y a ce oui. côté, moi je trouve ça génial de sortir Mhm, d'une salle de cinéma essoufflé. Alors que tu es mhm. assis avec ton popcorn ou pas, Ouais. vraiment dans un cadre et un environnement très, très relaxant. Et tu sors de là et ton cœur bat, tu vois, tu as des Bah, la chamade, ouais. palpitations, tu es là. Moi je trouve ça génial Ouais. de nous avoir Ouais, amenés non, comme ouais. ça, Je tu comprends. vois. Après, par rapport au côté, au moment de flashback, comme je te le disais, moi, Ouais. alors, oui, il y a des moments où tu as envie que la caméra se pose parce que tu as envie de voir les visages. Sa Mhm, mère, en tout cas l'actrice qui joue sa mère, est sublime. Et puis, c'est vraiment des moments où on voit la maternité dans toute sa beauté, mhm. dans tout ce qu'elle a de complice, de drôle, de tendre. Et c'est Ouais. forcément ce qu'un enfant, en tout cas, dans le meilleur des cas, retient de sa mère, tu Mhm. vois. De ses chants, de Et c'est ses vu en jeux. plan serré parce qu'il la voit justement lui-même en plan serré, quoi. Il se sent proche d'elle, Exactement, exactement. il se câline, ouais, ok. Exactement. Et en même temps, c'est devenu presque un rêve parce que c'est tellement loin dans sa Mhm, mémoire, alors qu'il n'est pas vieux, mais c'est tellement loin et ça a été tellement brutalement rompu qu'en fait le gars mhm. c'est devenu presque un rêve et du coup les rêves ne sont jamais très clairs, ils le sont sans l'être. Au moment où tu rêves, Oui, t'es là, mais non, mais c'est très clair, je comprends ce qui se passe, j'apprécie ou pas, c'est un rêve ou c'est un cauchemar. Mais quand tu te ouais, réveilles, tu n'es même pas forcément en capacité de l'expliquer à autrui, et tu n'as que des bribes qui te restent un peu dans la tête. Et oui. tu vois, si je devais visuellement expliquer à quoi finalement mes rêves ressemblent, bah, je pense que je Mhm, l'aurais fait ainsi. En tout cas, je trouve qu'il l'a fait d'une manière qui, moi, mhm. m'a réellement parlé. Je me suis dit, mais oui, c'est clair sans lettres, c'est des bouts de peau, des angles un peu bizarres, des rires, des pas, Ouais, mais tu vois, on dirait des échos. C'est ouais. diffus en fait. Il y a quelque chose de diffus. Et ça, je Ouais, trouve que ça a été. t'as pas tort, t'as pas tort. Effectivement, on peut dire qu'il y a une symbiose entre la mise en scène et les états d'âme tragiques Ouais, du héros. ouais. Et en parlant de héros, justement, moi, il y a quelque chose qui me fascine. C'est un héros, ce Bobby qui n'a pas de nom. Et il y a quelque chose qui m'a toujours interloqué avec les héros, Mhm. comme on les appelle, c'est qu'ils n'ont pas de parents. Ou alors s'ils en ont, les Hmm. parents sont loin d'eux. Je pense à Siegfried de la mythologie nordique. Je pense à Arthur Pendragon, à Luke Skywalker, à Monte Cristo, Mhm. à Sangoku, à Luffy, à Batman.
tu peux tous les convoquer. Ce sont des gamins qui sont élevés loin de leur famille. Pourquoi ? Est-ce qu'on devient exceptionnel quand on tourne le dos à sa famille ? C'est quoi le message ? Quittez vos parents. Pas les parents. Quittez vos parents, les enfants. Quittez vos parents, ils ne vous servent à rien. Ah bah c'est génial, merci. Non mais c'est vrai, c'est un parti pris qui est systématique. Alors, tu vois, je trouve que peut-être, je vais et je vais le faire gladly, je vais prendre ma casquette de féministe. Déjà, tous les héros que tu as décrits sont des hommes. Déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tu as éminemment cité, hormis Sangoku, des héros occidentaux. Et Luffy qui est japonais aussi. Et Luffy qui est japonais aussi, oui. Luffy donc, et Sangoku seraient les deux exceptions, en tout cas dans la liste que tu as donnée. Et c'est vrai que ce sont des héros donc hommes, dans des schémas, en tout cas dans des sociétés occidentales. Bizarrement, là, Dev Patel nous amène en Inde, crée effectivement ce héros, et ce héros, lui, pour le coup, est très attaché à la mère, à la matrice. Et que d'ailleurs, le chaos commence au moment finalement où sa mère est assassinée, tu vois. Donc, donc du coup, je trouve ça très intéressant, déjà. Oui, mais il est quand même arraché au bras de sa mère, tu vois. Bien sûr. Bien sûr que la figure maternelle, elle plane sur tout le film. Ouais. Mais il n'en est pas moins orphelin. Bien comme sûr. les autres. Bien sûr. Mais je trouve intéressant en tout cas que lui l'introduise, et que aussi finalement les personnes qui vont devenir des alliés, les personnes qui vont aussi le guérir, ou en tout cas participer à sa guérison, sont des hommes-femmes. Oui, les fameux Hisras. Exactement. Donc du coup, ce qui est très intéressant, c'est que en tout cas dans cette structure narrative-là, la femme joue un rôle important. Et vraiment, on voit la féminité dans tout ce qu'elle a de plus noble finalement, de care, de protection, d'amour, mais aussi de force, puisqu'on voit comment sa mère, et moi c'est toujours des scènes qui me font... en tant que maman aussi, mais qui me font un peu chavirer quand elle sait. Elle sait en fait qu'elle va mourir. Elle le sait, elle sait pas comment, mais elle sait qu'elle va mourir. Et elle dit à son enfant, tu te caches en fait. Et donc, elle est dans la préservation de son enfant au détriment finalement de sa vie. Parce qu'elle aurait pu se cacher avec lui finalement, tu vois, et elle ne le fait pas. Donc elle se sacrifie pour son enfant. Donc on voit finalement toutes ces composantes que l'on peut associer en effet à la féminité. Et ce que je trouve intéressant, alors je ne veux pas non plus partir loin, puisque la question c'est pourquoi est-ce que finalement ces êtres deviennent des héros. Ces êtres d'exception. Voilà, ces êtres d'exception. Mais ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est que lui a pris le parti d'inclure la féminité plutôt que de l'occulter. Donc on voit bien là aussi quand même que les schémas patriarcaux de l'Occident sont toujours là, alors qu'ils ne le sont pas. Là où je te rejoins totalement, et on en revient à la mythologie hindoue, alors je ne suis pas un scoliaste de la mythologie hindoue, hein, je la connais moins que la grecque par exemple, mais il me paraît évident que Dev Patel, dans le film, est beaucoup plus associé à Shiva, tout à fait, qui est un dieu à la fois masculin et féminin, plutôt qu'à Hanuman, le fameux singe divin. Mais absolument. Le singe divin est espiègle dans la mythologie hindoue. C'est un personnage assez espiègle, c'est le gardien des propriétés, c'est le serviteur de Rama, c'est un serviteur. C'est le patron des lutteurs. Bon, ça, on peut effectivement le voir la correspondance avec le personnage de Dev Patel, qui lutte beaucoup. C'est un érudit, si tu veux. Mais pour moi, il n'y a qu'une correspondance réelle entre Hanuman, Monkey Man, si tu veux, et Dev Patel. C'est la lutte. Je le trouve beaucoup plus proche de Shiva, qui est un dieu de destruction et de danse. C'est le dieu de la dévotion. C'est un dieu double, ambigu,
Et c'est pas pour rien, je pense, que la communauté du troisième sexe, la communauté Hishras, le vénère. Bien sûr. Tu vois. Et j'aime beaucoup, moi, cette scène où Patel boxe contre le sac de riz, en rythme avec le tabla. Tout à fait. Et que cette communauté, voilà, l'encourage, l'applaudit, le soutient. Il y a un jeu de séduction aussi qui se met en place entre ces femmes, hommes et ce jeune homme. Complètement. Tu vois, au corps sculpté, voilà, qui tape sur son sac de riz. Au corps sculpté, au corps sculpté, mais qui a quand même une part de féminité. Enfin, Dev Patel, c'est pas sa virilité est quand même très subtile. Enfin, je veux dire, c'est pas le gars, il a les cheveux longs et un peu bouclés. Il a un physique très longiligne. Enfin, tu vois, c'est pas la brute, quoi. C'est pas l'ogre. Non, c'est pas Conan le barbare. Non plus. non, c'est vrai. D'ailleurs, c'est presque surprenant de le voir avec tous ses muscles. Tu sais, quand il déchire son maillot, là, avant de se taper contre le sac de riz. Tu vois, parce que tu te doutes pas qu'il est si bien fait de sa personne. Tu vois. Ouais, et d'ailleurs, les Hishras le regardent genre, waouh! Ouais, bon, après, on le redécouvre. Je pense que les Indiens aussi ont peut-être des critères de beauté, parce que oui, il est cut, tu vois, mais il est sec. Ouais. Enfin, bon, il y a des hommes qui sont... Voilà, il y a des hommes qui sont quand même, enfin, qui ont un physique, à mon sens en tout cas, qui est assez impressionnant. Lui, je le trouve pas impressionnant. Après, bon, bien sûr, je suis absolument fan du gars, mais et vraiment, vraiment, Dev, if you're listening to this, Dev, hi, my name is Muna. Yeah, I can drop my number. Mais je vous laisse. Craquage. Mais ceci étant, je trouve que voilà, il est pas impressionnant, mais il est ciselé. Et du coup, comme tu dis, je trouve que le parallèle avec Shiva est tout à fait possible. Il n'est pas femme, mais ce n'est pas non plus un homme qui déborde comme ça d'une virilité oufissime. Excessive. Et d'ailleurs, même dans son regard, tu vois, et même dans la manière dont il s'occupe de ce chien, tu vois, il y a quand même une très grande tendresse en lui. Beaucoup de tendresse, oui. Alors, je ne dis pas que toutes les femmes sont tendres, bien entendu, mais c'est vrai qu'on a tendance à associer une forme d'affection, de tendresse, plutôt à des caractéristiques féminins que à des caractéristiques masculines. Mais pour en revenir un petit peu à ce que tu disais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de Shiva plus que de Hanuman. Parce que par exemple, il n'est pas du tout espiègle. C'est pas du tout... Non, il n'y a pas d'humour. C'est pas un trouble fait comme l'équivalent de Hanuman en Chine, c'est-à-dire Sun Wukong. Tu sais, le singe, c'est pareil, c'est un singe divin, Sun Wukong, qui a donné naissance à Sangoku, par exemple. Tu vois, ce sont des personnages qui sont farceurs. Alors, ils sont terribles dans leur puissance, mais ils sont également très farceurs. Il n'y a pas d'humour dans Monkey Man. Pas du tout. Tu vois, il est beaucoup question de destruction, et Shiva est aussi le dieu de la destruction. Il faut détruire pour... se détruire pour renaître, c'est ce que lui dit tout à fait. Le chef des Hishras. Tout à fait, bien sûr, absolument. Est-ce que tu considères, parce que j'ai aussi entendu dire que finalement Dev Patel, enfin son personnage bien sûr, connaît la mort plusieurs fois au cours du film. Il connaît la mort une première fois quand sa mère meurt sous ses yeux. Une seconde fois aux côtés des Hishras, quand il ingurgite le fameux Trishul, tu sais, le médicament divin. Ça m'a fait penser à Black Panther d'ailleurs. Et puis, potentiellement à la toute fin du film. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a vraiment cette notion de détruire ou se détruire pour mieux renaître? Oui, et puis pour le coup, je pense que c'est quelque chose auquel je crois profondément. Je pense qu'un travail de guérison abouti est un travail dans lequel une partie de toi ou même ta personne, quelque part, meurt pour renaître. Je pense qu'il y a vraiment ce processus-là. Et je pense que c'est très, très bien montré dans le film. Je pense que clairement, son innocence... oui, c'est vraiment son innocence
voire même sa naïveté, en tout cas ses qualités très infantiles, lui sont totalement brisées, sont totalement anéanties au moment où il voit sa mère mourir, et il la voit mourir, c'est même pas juste qu'il en entend parler, tu vois, il la voit mourir sous ses yeux. Clairement, lorsqu'il est sauvé par les Hijras, et comme je le disais pendant que tu posais la question, finalement, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à Black Panther, quand T'Challa, justement, lui aussi, meurt d'une certaine manière et renaît par ses soins. Encore une fois, on voit à quel point le côté mystique est important dans ces cultures, dans ces civilisations, que finalement, certaines personnes sont dotées de réels pouvoirs. Et donc là, il renaît, parce que tout comme T'Challa, le personnage de Dev Patel a une mission à accomplir. Et il meurt potentiellement, en effet, parce que certains disent, mais non, il faut qu'il y ait une suite. Mais il meurt potentiellement à la fin. Moi, j'ai envie de croire qu'il meurt, parce que je pense que... Alors même si, voilà, on peut se dire, oh, mais ce serait bien qu'il sorte avec la meuf. Mais oui. Tu vois, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est jolie, dis donc. Ouais, incroyable. Je crois que je lui préfère la boss psycho là. Ouais, la boss, la meuf qui l'emploie là. Là, elle a un visage incroyable. Ouais, non, c'est vrai qu'elle a un visage incroyable, mais elle est très très dure. Enfin, tu vois. Oui, c'est pas grave ça. Ok, Twee. Ok, well. C'est vrai. Non, j'adore. Ouais, non, mais elles sont toutes les deux, c'est vrai, magnifiques. Mais bon, moi, je ne crois pas justement à cette espèce de fin heureuse. Je pense que tu peux pas avoir accompli tant, mais surtout avoir tant souffert pour continuer à vivre. Je pense qu'il y a... Mais alors, tu vois, je t'arrête une seconde pour te dire que... à mon sens, c'est ce qui manque. Ce qui manque, c'est ce que j'appellerais un véritable dénouement. C'est-à-dire que pour moi, un film de vengeance, c'est souvent le problème avec les films de vengeance. Avec la vengeance, en général, la façon dont elle est traitée au cinéma, en littérature, etc. C'est que la question que je me pose toujours, c'est que se passe-t-il après coup, tu vois ? Une fois que tu as accompli la tâche que tu t'es assignée, que reste-t-il de ton humanité ? Est-ce que tu peux survivre à la haine ? Que fais-tu de ce surplus de haine ? Tu vois ? Moi, j'aurais aimé, si tu veux, qu'il ait une conversation, après avoir zigouillé tout le monde, pardon pour le spoiler, qu'il ait une conversation avec le chef des Hijras, qui est devenu son mentor, tu vois ? Ou même avec l'homme politique, enfin avec le candidat à la présidence. Oui. Pourquoi pas ? Oui, par exemple. En fait, se servir de cette énergie ténébreuse à des fins utiles. Là, finalement, il fait ce qu'il a à faire, boum, badaboum, et ça se termine. C'est fini. Mais je pense que la fin est un peu abrupte. J'entends, mais je pense que c'est peut-être là la leçon pour le spectateur et la spectatrice. C'est-à-dire que si justement on vous donnait toutes les pistes de réflexion, quel travail critique est-ce que vous feriez réellement ? Peut-être que l'idée c'est justement de laisser une histoire qui est inachevée pour que celles et ceux qui sont face à cette histoire puissent la poursuivre. Je pense qu'il y a quelque chose quand même aussi d'important dans le cinéma, tout comme dans la littérature, tout comme dans la musique, c'est que ce sont des pistes de réflexion. Alors ce sont parfois des cris du cœur, mais parfois ce sont aussi des pistes de réflexion qui nous invitent, nous, à prendre en main justement ce qui nous est donné et à agir là où l'histoire s'arrête. Donc moi je le vois plutôt comme, tu vois... We told you this story. What do you do with it? What do you want to do with it? Tu vois, plutôt que justement d'être didactique et te dire bah voilà, donc après il se pose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, je m'attendais pas non plus à une fin de bisounours. Il se pose, il épouse la très jolie fille, une des très jolies filles. Ouais. Et ils vécurent heureux. Non, c'est pas tellement ça, mais c'est que je me dis justement en tant que spectateur. Si moi demain je connais un tel sentiment de haine, qu'est-ce que j'en fais ? Parce que selon la moralité du film, tu agis sur ce sentiment de haine en te vengeant copieusement, et après rien. Je pense qu'il y a des tas de gens qui sont animés, surtout de nos jours, de sentiments très violents, très virulents,
qui sont voilà, affectés par toutes sortes de problèmes, de névroses, de ce que tu veux, de doutes en l'avenir. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça quand on le porte en soi, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Une fois qu'on a bien tabassé qui de droit, taper du poing sur la table, gueuler comme pas possible, une fois que c'est fait, qu'est-ce qui reste? Mais déjà, il faudra ça. En fait, ce qu'il faudrait savoir aussi, même avant le qu'est-ce qu'on fait de ça, mais qu'est-ce qu'il a changé aussi, peut-être, à la situation. Donc, en tuant Rana Singh. Il a rétabli l'équilibre. Il a rétabli, c'est ce qu'on disait au départ. C'est que, voilà. en tant que héros, il rétablit l'équilibre. Les forces en présence étaient totalement inégales. Voilà. Il a zigouillé les vilains, si tu veux, voilà. L'équilibre cosmique est rétabli. Mais donc, on est d'accord que c'est donc à la société qui est maintenant face à un nouvel équilibre, un nouvel état finalement des choses, maintenant devrait pour soit perpétuer cet équilibre ou au contraire à nouveau le déstabiliser. Donc c'est plus son rôle en fait. Je veux dire, lui, il a fait ce qu'il avait à faire et c'est plus son rôle. Ce qui serait intéressant éventuellement, c'est de voir comment la société à présent va avancer avec cela. Sans ce gourou, sans ce flic ou chef de la police ou superintendant, enfin je sais pas c'est quoi son titre, complètement véreux. Enfin tu vois, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? D'ailleurs, cet acteur, il s'appelle, j'adore son nom dans la vie, il s'appelle Sikander. J'adore. Sikander. Le gourou, hein, celui aux cheveux blancs. Non, pas le gourou, le chef de la police. Le chef de la police, qui a une sacrée gueule aussi. De ouf. Mais ils ont tous des sacrées gueules, même le gourou. Ils ont tous des gueules. Ah, mais c'est incroyable. Le gourou, ils ont des gueules. Mais c'est quelle Inde ? Parce que moi les Indiens que j'ai vus là... Ça c'est... Moi, je veux aller. J'avoue, ils sont super beaux gosses. Hommes comme femmes. Ah, de ouf. Ils crèvent l'écran, quoi. De ouf. Clairement. Vraiment, et c'est bien d'ailleurs, encore une fois, de voir tous ces types physiques qui ne nous sont pas forcément familiers et de voir... Même si effectivement le film a été tourné en Indonésie du coup et non pas en Inde comme c'était prévu initialement, mais bon, high Covid, tu vois. Donc, mais c'est vrai que les physiques sont assez impressionnants et puis c'est surtout très très bien mis en valeur. Parce que même si c'est complètement fou en termes de rythme et d'intensité, on a quand même le temps de voir les personnages. Il y a quand même beaucoup de gros plans. Oui. Sur les visages, oui, c'est vrai. Ça, c'est sûr que la caméra s'attarde sur les visages et ça fait plaisir. Ouais. J'ai vraiment fait un beau voyage. Moi, j'ai eu l'impression de voyager. Ouais. Encore une fois, voilà, sur le plan stylistique, j'ai quelques réserves. Je trouve que la fin est abrupte, même si je comprends ce que tu dis. Mais globalement, c'est un film... c'est ce que j'appellerais un film tremplin. C'est-à-dire que une fois que je suis sorti de la salle, je me suis dit, mais il y a tellement de choses possibles sur le plan narratif. Bien sûr. Tellement d'univers à explorer. Bien sûr. Est-ce que tu dirais que ça donne de l'appétit aux artistes de demain? Comment est-ce que tu vois ça par rapport au futur du cinéma? Bah franchement, et je pense que c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, oh là là. En fait, il faut vraiment qu'on s'empare de la caméra. Enfin, il faut qu'on s'empare de la narration parce que quand on le fait, comme tu dis, on ouvre des portes que l'on ne croyait pas possible. Et c'est pas juste en termes de représentation, même si c'est très important, mais c'est même en termes d'idées, en fait. Mais tu remarqueras qu'il s'agisse d'ailleurs de Dev Patel, et je prends aussi l'exemple de Daniel Kaluuya, qui a réalisé The Kitchen. Donc on est aussi dans un cas de figure où ce sont des acteurs de cinéma qui décident de réaliser des films et des longs métrages, tu vois. On est quand même dans un cas de figure où les gars portent ces projets depuis 10 ans plus et ils sont jeunes. Donc... tu vois, et donc ça veut dire que les gars... Je me suis mis à 5 ans. C'est ça. Non, mais c'est... Commence à écrire à 5 ans, le scénar. Voilà. C'est compliqué pour le financer, on ne faisait pas confiance. Mais les gars sont hantés. Ils sont hantés par une histoire. Ils sont hantés par une envie de dire des choses. Ils sont hantés. Et non seulement ils sont hantés par donc l'histoire, enfin vraiment la trame narrative,
qui évolue au fil de ces 10 années, mais en plus, il les réalise d'une manière complètement folle avec les outils, on va dire, d'aujourd'hui. Et la manière, tu vois, de voir le monde d'aujourd'hui. Et c'est là où on voit que la jeunesse est à faim. Tu vois, moi j'ai eu vraiment ce truc où je me suis dit, putain, il a faim, le gars. Il a faim. Et c'est génial. Il a faim. Et d'ailleurs, ça a été, comme on le sait, un véritable parcours du combattant, la réalisation de ce film. Bien sûr. Un parcours héroïque. Le mec, il s'est pété, le Dev Patel s'est pété une main, l'épaule, un bras, une tête. Pendant le Covid, la moitié de son équipe technique l'a lâché. Enfin, je veux dire, au départ, il n'était pas prévu pour réaliser. C'est pas un réalisateur. Mais non, mais pas du tout. Tu vois ? Mais non. Mais on lui a dit non, tu devrais réaliser toi-même ce film. Ah bon, vous croyez ? Oui. Oui. Ah d'accord. oui. Fais-le. Oui. Le mec l'a fait, quoi. Ouais. C'est vaille que vaille, hein. Parce que d'après ce que j'ai compris, plusieurs moments, bon, on lui a dit écoute, là il va falloir rentrer parce que tu nous fais perdre beaucoup d'argent. Ton truc il aboutira pas, c'est foireux, laisse tomber. Non, je ne laisse pas tomber. Bah ouais. Et c'est ça aussi qui est beau quand tu as une vision comme ça aussi forte, je trouve. Ça en dit long, déjà sur le processus, hein, vraiment de création et de réalisation d'un projet artistique. Ça en dit long, mais surtout sur la ténacité à avoir. Je veux dire, concrètement, effectivement, le gars aurait pu abandonner, mais genre 1000 fois. Et il était là, non. Non. Non, je t'ai dit non. Je t'ai dit non. Mais quand tu sais avec sa caméra dans les mains. C'est ça. Il est en sang. Et puis il va voir donc le médecin qui lui met un clou dans l'os de sa main et qui lui dit mais en fait tu sais qu'il ne faut pas bouger. Et genre la seconde d'après le mec il est en train de boxer je ne sais pas qui. Enfin. Ouais. Tu es fou, en fait. Ah oui, je crois qu'on lui a dit, mais si tu continues comme ça, tu vas perdre l'usage de ta main. Ouais. Elle est cassée, laisse-la tranquille. Non, je la laisserai pas tranquille. J'ai un film à faire. Waouh. Non, mais moi, franchement, props, quoi. Props, yo. Ouais, comment est-ce que tu fais ça? Et c'est là où tu te dis... Mais tu n'as pas le droit, toi, à ton niveau, d'être là en mode « Ah bah non, là, je peux pas. » Non. J'ai un rhume. J'ai un rhume. Non, je peux pas écrire aujourd'hui, j'ai un rhume. Quand t'entends ce genre d'histoire, mais tu te sens tellement loser quand tu te dis « Bah attends, mais moi, dès que j'ai faim, si tu veux, j'arrête de travailler. » en fait. Je n'arrive plus à réfléchir. Non, c'est terrible. Ah non. C'est terrible. Ah ouais, non, mais là, t'es là. Ah bah ouais, non, mais grave, quoi. Et je suis un artiste de salon, quoi. Ah, mais... Et puis moi qui travaille aux côtés des artistes, si tu veux, et, du coup, ça me donne envie de continuer justement à pousser les artistes à aller le plus loin possible et à y croire en fait, à y croire et aussi comme tu dis il y a effectivement ce monde des possibles qui s'ouvre et surtout le fait qu'il y a énormément d'espace en fait, il y a de l'espace pour raconter toutes sortes d'histoires, il y a aussi un espace critique pour justement regarder cela et avoir un regard critique, dire comme tu l'as dit très justement, je trouve ça génial, mais tu vois et le dénouement et la suite en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Bah voilà, peut-être que c'est ça qu'il faille travailler, donc ça veut dire que c'est une œuvre, vraiment dans tout le sens le plus positif du terme, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas critiquable ou qu'elle est achevée, en fait. Elle continue à vivre en nous, elle continue à vivre... Oui, c'est ça, c'est un film tremplin, c'est ce que je disais, en fait. Exactement. Une porte s'ouvre. Voilà. Une porte s'ouvre. Même s'il n'y a pas de suite concrète à ce film-là, la porte est ouverte. Il s'agit à nous de franchir le seuil. La parole du sage. Le sage, carrefour depuis son canapé. C'est ça, les jambes croisées. Oui, toujours. De franchir le seuil. Ouais, ok, tout. De franchir le seuil. Mais c'est vrai, après, moi, je trouve que c'est effectivement extrêmement encourageant. Et jouissif. Là, pour le coup, bah, tu vois, moi, plus que dans la violence, en tout cas, c'est dans ce processus de création que j'éprouve énormément de jouissance. Et c'est aussi dans le rôle de la transmission. Parce qu'en fait, Dev Patel pourra partir demain. Lui, il a laissé ça. Toi, t'as posé quoi? Ouais. Tu vois, toi, t'as laissé quoi?
Non, mais tu vois, c'est la question qu'il faille se poser. Ouais. Tu vois, moi, Ouais. c'est tous les jours, je me lève et je me dis, si demain je devais partir, qu'est-ce que l'on dira de moi? Qu'est-ce que l'on dira de mon travail? Qu'est-ce que l'on dira de ce que j'ai laissé, tu vois, pour la postérité, Ouais. pour mon enfant, pour, euh, pour les gens qui vont suivre et qui pourront dire, ah, she did this, ok, maybe we can do this better, maybe we can do this differently. Mais ça reste une référence, tu vois, c'est un centre, et de ce centre, eh bien, on crée d'autres centres. Mais Ouais. si tu vis ta vie juste pour la vivre au quotidien et t'es là en mode survie, what are you gonna leave behind, tu vois, vraiment. Et ça, moi, je trouve que c'est merveilleux, tout en s'inspirant du passé, de l'illustre passé, de l'Antiquité, tu vois, d'aller comme ça vers l'avenir. Enfin, pour moi, c'est la définition même du Sankofa, tu vois, le symbole Akan du Sankofa, knowing where you come from, you know, where you've been, in order to go beyond, tu yes. vois. Et il y a vraiment ce truc-là qui est très, je trouve, qui est vraiment très important. Et d'avoir cette vision-là, c'est vraiment balèze. Et c'est ce que fait finalement aussi Jordan Peele. Et donc, ce n'est Oui. pas étonnant que ce soit Monkey Paw qui est coproduit. Monkey Paw, ouais, qui est coproduit, ouais, bien sûr, Bien Jordan sûr. Peele. Mais il est ouf, lui, hein. Le réal de The Get Out, c'est un ouf. Mais il est ouf. C'est un ouf. Mais tu te rappelles quand on regardait Peele et enfin quand il était humoriste avec son pote là, tu te rappelles? On était fans. Est-ce que tu t'en rappelles? Attends. C'était avec toi? Non, c'était peut-être avec Daniel. Attends. Peele, humoriste. Mais oui. Mais attends, mais Non. Il était humoriste avant d'être réel? mais bien sûr. Mais en fait, mais Jordan ouais. Peele, c'est Il a pas l'air drôle comme ça. Ah, mais il est terrible. Il est tellement bon drôle. Mais attends, D'accord. tu savais pas? Ah, Twinnie, tu Non, n'as non, aucune pour moi, Jordan culture. Peele, là, ben, je ne suis pas cultivé, chacun le sait. Non, Jordan Peele, non, pour moi, c'était un réalisateur. Mais non. Je ne lui connaissais pas d'autre vie. Ah, mais si. C'est un humoriste de ouf avec un autre humoriste dont je ne sais pas pourquoi j'oublie son nom là tout de suite, mais ça me reviendra. Et il faisait énormément de Face, sketchs. peut-être qu'il s'appelle Face, l'autre humoriste. Hein? T'as Peele et Face. C'est nul. Mais c'est tellement nul. T'as Jordan Peele et Robert Face. Oh, ok. Merci. Wow. Ok. That's C'est fine. moi l'humoriste en fait. Ouais, oui, mais non, c'est raté. Jordan, il me regarderait, il dirait non, pas toi. Ouais, non, vraiment. Attends. Toi, non, pas toi. Pas toi. Pas toi. Attends. Pas toi. C'est Key and Peele. Tu parles pas toi? Non, oui. Peele and Peele? Focus! C'est quoi ça? C'est Key and Peele. Franchement, va sur YouTube et découvre l'univers de Key and Peele. Mais c'est à tomber. C'est tellement drôle. Alors, c'est un humour qui est aussi très politique. Mais tu te rappelles ce qu'on adorait regarder quand on était jeune? Et c'est là où, tout de suite, voilà. Les gens vont savoir, voilà, les gens vont savoir qu'on est vieux, oui. Mais tu te rappelles Pool Boy, tu sais, ce qu'on regardait aux États-Unis. Pool Boy, oui. Saturday Night Live. Alors, il y avait Saturday Night Live, mais on regardait aussi... mais d'ailleurs, tous ces comédiens sont sortis un peu de là, mais ils avaient fait leur off un petit peu. Et on regardait ça, il y avait Pool Boy, il y avait The UPS Guy. Tu te rappelles? Oui, je me souviens d'eux, bien sûr. Mais c'est un peu cette époque, oui. En fait. Key and Peele, c'est un peu cette époque. Et du coup, il faisait plein de sketchs, etc. Et c'est de là d'où il vient. Non, Peele, il est mortel. Il a lui aussi une trajectoire de malade mental. Mais je regardais ça. Vraiment, regarde. Et il est hilarant. Et en fait, c'était avec Daniel, effectivement, quand j'allais souvent à New York, on regardait Key and Peele, mais on pleurait de rire. Ah ouais. J'ai regardé ça, carrément. Ouais, non, c'est génial. Carrément. Et c'est un ouf. C'est une belle génération, en fait. Ouais. C'est la génération terrible, comme on dirait dans One Piece. Dev Patel... Daniel Kaluuya. Yeah. Moi. Mais toi, tu es vieux. Tu es là. Dis-moi. Toi, tu es vieux là-haut.
Attends, Dev Patel, il a quel âge? Il a mon âge, hein. T'es malade? Mais tu es malade. Dev Patel, attends. Il a 32 ans, il est plus vieux que moi, le gars. Il a 32 ans? Il a quel âge, Dev Patel? Attends, non, je sais pas. Attends, je vais te dire quel... Il a 34 ans, Twinny. Hé, tu peux être son papa. Ouais, j'aurais eu à 2 ans, quoi. Arrête, Twinny. Techniquement, c'est compliqué. Non, mais j'aurais eu à Twinny. 2 ans. Twinny. Oui. You and I C'est know. moi. Non, you and I know. Hein? On se sait. Hein? Toi, tu es là à parler de Dev Patel comme si c'était un peer, machin. Le gars est Comme jeune. si on avait été à l'école ensemble, tu sais. Faux. Mais oui, c'est Dev, on a été en 6e ensemble. Non, c'est pas vrai. Non, même pour moi, il est jeune, parce que là, justement, j'ai décidé de laisser la jeunesse à la jeunesse. Donc, 34 ans, c'est un enfant. C'est un enfant. Oh. 34 ans, ouais. Non, il a de beaux jours devant lui. Il a de très beaux jours devant lui. Il est magnifique, ce garçon, vraiment. Et puis, il a l'air génial dans la vie, quoi. Quelle humilité, je trouve. Ouais. Vraiment. Il a vraiment l'air, bien sûr que je ne le connais pas, mais il a l'air extrêmement humble. Ouais. Mhm. Ouais, franchement. Alors, par contre, sa meuf, on en parle, Dev? Je veux dire, Tilda... Je sais pas qui, là. Non, Ah, Dev. je vois pas qui est sa meuf, c'est qui? Ouais, non, je sais pas. C'est une nana qui n'a absolument rien à offrir au monde. Oh, les greurs. Ah oui. Laisse l'enfant tranquille. Ah non. Viens au Sénégal, Dev. Viens au Sénégal. Mais oui, viens au Sénégal. Attends, non, fou. Après, je pense qu'il y a Dev dans le film, et puis après, il y a Dev au quotidien. Il y a Dev le dimanche matin. Ouais, j'ai vu 2-3 photos, genre en mode grosse moustache. Ça... Nope. C'était pour un rôle. Nope. C'est un comédien, il est caméléon. Ouais. C'est normal, c'est dans sa nature. Ouais, mais non. Tu vois, en mode grosse moustache et afro bouclé. Ouais, non. Le dimanche matin. Tu peux rester avec Tilda. C'est ça. Bon, Twilly, sur ces belles paroles. Yes. Eh bien, on va clôturer ce magnifique échange. N'est-ce pas? Voilà, et puis on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses. Ben, Un autre avec film, plaisir. une série. Oui. Bah, du coup, tu m'as donné les vachement deux. envie avec Ripley, parce que j'ai vu la bande-annonce sur Netflix. Ah, Ripley, ouais. Ouais, Ripley, ouais. c'est top. Yep. Et comme je te l'avais dit, c'est l'opposé le plus parfait à Monkey Man. C'est pas plus opposé comme œuvre, autant sur le plan stylistique que sur le plan psychologique. Les deux personnages n'ont tellement rien à voir. Wow. C'est limite flippant, quoi. Il y a une telle mise à distance dans Ripley. Ouais. Alors que, comme on vient de le dire, dans Monkey Man, c'est l'implication la plus viscérale. Si tu veux, Andrew Scott qui joue Ripley, c'est un oiseau de proie, quoi, tu vois. Il a des yeux incroyables. Il a les yeux du mal. Il fait peur. Wow. Andrew Scott. C'est un superbe comédien. Il est méticuleux, il est élégant. C'est un taiseux, tu vois. En fait, ça tranche totalement sur le volcanisme de Monkey Man, quoi. C'est bien c'est dit. super. Moi, j'ai vraiment aimé. Ok. C'est pas pour toutes les sensibilités, tu vois, ces films en noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup le noir et blanc. Oui, moi aussi. Ça se veut un peu Hitchcockien dans la signature, tu vois. Hitchcockien ou Orson Wellesien? Pardon. Hitchcock Wells. Un petit Alfred Wells, un mélange des deux, une espèce de fusion. Ok. C'est très, la photographie, elle est incroyable. Ouais. Tu vois, autant Bobby Monkey Man porte un masque, mais se cherche finalement, cherche à être utile. Tout à fait. Autant Ripley avance à visage découvert, mais se cache dans l'identité d'un autre. Bien sûr. C'est un contrefacteur, quoi. C'est un faussaire de génie. Non, franchement, il n'y a pas plus opposé. En plus, j'ai vu les deux coup sur coup. J'adore Ripley, pour d'autres raisons. Ok, wow. Ouais. Pardon. Ça, c'est... Ah, la maladie. Tu vois,
Ripley, par exemple, c'est un usurpateur. Bien sûr. Tu vois, c'est un usurpateur. Oui. Alors que notre copain Monkey Man, c'est un justicier. Tout à fait. Ripley, il ne cesse d'esquiver. Oui. Alors que Monkey Man, tu vois, il rentre dans l'art. Oui. Que des différences comme ça. Ouais. Mais d'ailleurs, il a une intelligence machiavélique, le Ripley, tu vois. C'est un joueur d'échecs. Tout à fait. Mais d'ailleurs, peut-être que c'est ça. Alors, vraiment, c'est le seul petit point que j'ajouterais. Mais peut-être que c'est ça, pour moi, le défaut. Ce que je cherchais quand même, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas aimé dans Monkey Man, au-delà, voilà, d'une violence un peu exacerbée, mais peut-être que ce que je me demande, comme toi un peu plus généralement sur le dénouement comme ça, des films ou en tout cas des œuvres sur la vengeance, moi, ce que je me dis, c'est est-ce que finalement la psychologie d'un personnage qui cherche à se venger n'est pas quelque peu simple? C'est-à-dire que dans ce que tu décris du personnage Ripley, Tom Ripley, si je ne m'abuse, finalement, voilà, il y a quand même quelqu'un de très intelligent, de très calculateur, de très manipulateur, tous ces traits qui montrent quand même une espèce de culture, alors peut-être que c'est une manière très occidentale de voir les choses, hein, et vraiment, je ne l'assume pas, mais voilà. Mais est-ce que quelque part, le personnage de Dave n'est pas trop finalement animal, tu vois, répondant à ses sens, répondant à cette colère, mais ne sachant pas réellement la canaliser, et que finalement, en effet, sans le rôle absolument primordial de la chef des Hijras, il n'aurait pas été à même, en fait, d'arriver au terme de cette quête. Parce qu'il n'en a pas les capacités, il n'en a pas l'aptitude, tu vois. Donc, je me demande... C'est normal qu'il ne l'ait pas, parce que c'est un héros, et le héros, typiquement, a besoin d'un mentor pour le guider. Ouais. Mais si tu veux, pour ce qui est de la vengeance, moi, je citerai en exemple Monte Cristo, qui est un esprit vengeur froid et calculateur, comme Ripley. Alors Ripley ne cherche pas à se venger, mais Monte Cristo possède les mêmes qualités que Ripley, c'est-à-dire que lui, c'est l'ombre. Tu le vois pas venir, le gars, tu vois, c'est un ninja. Un ninja de la psychologie. C'est pas un animal fou furieux, justement. Comme mais voilà, mais tu vois, c'est peut-être ça. Il y a tout type de vengeur. Oui, mais du coup, peut-être que ça aurait été bien d'avoir un Monkey Man peut-être doté d'une intelligence plus fine. Et tu dis que Ripley n'est pas un vengeur, mais peut-être que si, peut-être que c'est une vengeance sur la position qu'il avait dans la société et qu'il déleste pour devenir quelqu'un d'autre. Donc si, c'est une revanche. C'est peut-être pas une vengeance, mais c'est une revanche. C'est bien dit, Jouons sur les mots. C'est une revanche. Oui, non, mais tu as raison. Voilà. C'est bien dit. Bon, voilà, sur ces belles paroles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je te laisse regarder Ripley. Oui. Et puis quand tu l'auras regardé, on pourra en parler. Mais avec plaisir, Mr. Tweenie. Yes, Tweenie. Hi, oui, c'est Tweenie, c'est son nom. C'est ça. Hi, Tweenie. Et je suis Tweenie aussi. Hi, Tweenie. Hi, Tweenie. Hi, Tweenie. I miss you, Tweenie. I miss you, Tweenie. Coupé.